Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons donc aborder cette dernière partie de l'hommage à Mario Vargas Llosa. Évidemment, ça va être sous une forme un petit peu différente de celle qui a été utilisée jusqu'à maintenant, puisque nous sommes tous soit journalistes, traducteurs, anciens diplomates culturels et spécialistes universitaires de l'œuvre de Mario Vargas Llosa. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est effectivement me présenter et présenter aussi nos intervenants. Donc, je suis Daniel Lefort et je suis à la fois un chercheur sur l'œuvre de Vargas Llosa en particulier, un traducteur avec Albert Bensoussan. Alors, je présente tout de suite Albert Bensoussan, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ne serait-ce que par les traductions qu'il a fait de notre auteur. Mais Albert traduit Mario Vargas Llosa pratiquement depuis son premier texte, son deuxième texte en tout cas, et ça fait donc 50 ans, un demi-siècle, disons, hein, un demi-siècle. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait considérable. Et je pense qu'on peut considérer Albert Bensoussan comme l'introducteur de Mario Vargas Llosa en France. Et je dirais presque que si les fauteuils de l'Académie française étaient, disons, un peu plus larges et un peu plus rembourrés, eh bien, il y aurait sans doute une place sur le bras du fauteuil pour Albert, qui effectivement a fait connaître l'œuvre de Mario en français, non seulement en France, mais pour tous les lecteurs francophones. Bien sûr, nous avons aussi ici, et grâce à nos collègues du Cervantes, Juan Jesús Armas Marcelo, qui, lui, bien connu, évidemment, surtout en Espagne, bien sûr, à la fois comme journaliste, comme romancier et comme animateur d'émissions culturelles à la radio et à la télévision espagnole. Et je veux quand même citer quelque chose d'important concernant sa relation avec Mario, c'est que pendant 10 ans, il a dirigé la cathédrale Mario Vargas Llosa, et que donc c'est quelque chose qui est fondamental dans l'héritage que nous a laissé Mario, cette cathédrale. Nous avons aussi évidemment une péruvienne qui est une universitaire, mais qui réside en France depuis une quarantaine d'années, et qui est actuellement professeur de littérature hispano-américaine à la Sorbonne Université. Et il faut souligner même qu'elle a fait partie de l'équipe qui a édité l'œuvre romanesque de Mario Vargas Llosa dans la collection La Pléiade, qui a été publiée en 1916. Pardon ? 2016. C'était presque une antiquité. Bien. Et donc, je voudrais également présenter Claire Sourpe, qui est professeure à l'université, maître de conférence à l'université de Rennes, et qui a fait ses travaux sur Vargas Llosa, en particulier un livre qui s'intitule « Une écriture de la violence ». Une écriture de la violence, et elle est également l'auteur de plusieurs chapitres de livres, sur Vargas Llosa, enfin, c'est-à-dire de chapitres sur Vargas Llosa concernant la littérature hispano-américaine. Alors, je voudrais simplement, pour donner un aspect un peu personnel, en tout cas, à la relation que effectivement j'ai eue avec Mario Vargas Llosa très tôt pour moi, c'est-à-dire à la fin des années 80 à Lima,
où nous avons eu avec un jeune écrivain péruvien qui, à l'époque, enfin, qui était jeune à l'époque et qui s'appelle Guillermo Niño de Guzmán, et avec qui on a eu une aventure littéraire assez particulière parce que c'était justement à l'époque où Mario Vargas Llosa n'écrivait plus, puisqu'il était en campagne pour la présidence de la République du Pérou. Et donc, Mario Vargas Llosa était à peu près intouchable. Il était complètement impliqué dans sa campagne. Mais c'était aussi en 1989 l'année du bicentenaire de la Révolution française. Et ce jeune écrivain péruvien est venu me voir, puisque j'étais à l'époque conseiller culturel, pour me dire j'aimerais faire quelque chose à l'occasion du bicentenaire. Et effectivement, j'étais aussi à la recherche d'événements intéressants concernant à la fois la France et le Pérou à propos de ce bicentenaire. Et donc il est venu me voir en me disant je sais que Mario Vargas Llosa a écrit un texte, il a écrit une traduction, il a fait une traduction d'Arthur Rimbaud quand il était à Paris, donc quand il était à l'hôtel Vetter, et que cette traduction, elle est dans sa bibliothèque et qu'il ne l'a jamais publiée. Donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant de publier un inédit de Mario, enfin une traduction d'un poète français en espagnol à Lima. Et donc nous sommes allés le voir tous les deux et il nous a reçus entre deux moments de sa campagne pour nous dire mais bien sûr, au contraire, allez voir ma secrétaire et vous pouvez effectivement publier ça, mais il faut me tenir au courant et je voudrais savoir comment ça va être publié, par qui, etc. Et donc, nous sommes allés voir sa secrétaire qui nous a trouvé, je dirais presque immédiatement, ce manuscrit qui datait quand même des années 60, et donc, enfin des années 50. Et effectivement, c'était une traduction manuscrite de Un chœur sous une soutane, qui est un des textes en prose à peu près unique de Rimbaud, et qui raconte l'histoire d'un séminariste et de ses problèmes sentimentaux, érotico-sentimentaux. Et donc c'est un texte très, très dur, enfin très violent, hein, un texte anticlérical très très fort. Et donc Mario avait été séduit par cela. Et non seulement il avait été séduit, mais en plus il avait écrit un prologue pour ce texte, pour le publier en fait dans une revue de l'université San Marcos où il était encore avant. Ou c'est plutôt où il travaillait avec un professeur. Et donc nous avons publié ce texte avec ce prologue. Et dans ce prologue, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il définissait pour la première fois sa méthode, la méthode qu'il allait développer en tant qu'écrivain, ce que j'appelle la méthode du double point de vue. Et ce double point de vue, vous le retrouvez très souvent dans ces romans, où il y a une alternance de chapitres pairs et de chapitres impairs, où il y a des histoires et des voix différentes. Mais le tout compose une seule histoire, et c'est tout à fait ce qu'il avait analysé dans le conte de Rimbaud. Donc nous sommes allés le voir tous les mardis pendant 1 heure et demie pour lui dire comment nous faisions cette édition, comment ça allait se développer. Et ça a duré quand même à peu près 1 mois et demi. Alors nous allions à son quartier général, qui était dans une grande maison où il y avait beaucoup de monde. Il y avait des étudiants, il y avait des employés, il y avait des dames de la bonne société qui fabriquaient des banderoles pour les manifestations à propos de la campagne, et en particulier les manifestations contre la nationalisation des banques, qui avait été en fait le point de départ de son engagement à ce moment-là. Donc voilà, je voulais simplement montrer comment la littérature s'était immiscée dans sa campagne électorale et montrer aussi comment cette relation avec la France ne touchait pas seulement Flaubert et les grands romanciers, mais aussi la poésie. Il avait aussi traduit des poètes surréalistes encore auparavant. Voilà un petit peu quelle est mon expérience modeste, mais je voudrais commencer dès maintenant
en donnant la parole à Albert Bensoussan, que je ne présenterai pas plus loin, puisque vous savez maintenant que son titre de gloire, c'est d'être la voix française de Mario Vargas Llosa. Et je voudrais simplement peut-être d'abord lui demander comment il a connu Mario. Ah oui. La première fois qu'on m'a parlé de Mario, et je vais peut-être citer un nom qui vous est connu, c'est Claude Couffon. Claude Couffon est le premier traducteur de Mario. Il avait traduit la petite nouvelle El Abuelo, qu'on va retrouver ensuite dans le recueil Los Jefes. Et donc, Couffon, je l'ai connu quand j'étais assistant à la Sorbonne, entre 63 et 66, et il me parlait beaucoup de Mario. Et je sais qu'ils avaient une amitié très, très forte. Donc, Couffon. Et puis ensuite, il s'est passé que Couffon m'a présenté Nadeau. Nadeau m'a fait entrer dans sa revue. J'ai traduit une nouvelle de Cabrera Infante. Dionis Mascolo m'a envoyé une lettre. J'ai traduit les Tres Tristes Tigres de Cabrera, qui était un ami de Mario. Et il se trouve que lorsque Mario et Patricia se sont installés à Londres, Guillermo Cabrera Infante et Myriam Gomez, son épouse, se sont occupés d'eux parce qu'ils habitaient Gloucester Road dans le rez-de-chaussée bas. Cabrera habitait rez-de-chaussée haut, c'était moins risqué. Et il y avait beaucoup de souris. Et quand j'ai appris cette histoire, ça m'a éclairé parce que, si vous avez lu, je vous dédie mon silence, le personnage est absolument obsédé par les souris. Chaque fois qu'il a du stress, chaque fois qu'il est nerveux, il sent les souris, les muridés monter sur ses jambes. Il enlève sa veste, ce que je pourrais faire, sa chemise, tout ça, il se gratte de partout. Et je me suis dit, quand j'ai lu ce dernier livre, j'ai dit, il referme la page. Il a souffert à Londres de ça. Et lorsqu'il écrit ensuite la tia Julia et el escribidor, la tante Julia et le scribouillard, il introduit les souris. Il y a l'histoire d'un raticide que les filles vont assassiner parce qu'il est insupportable. Et donc les rats, les souris, on les trouve partout. Et donc le fait que j'ai vécu, parce que j'ai passé un mois à Gloucester Road avec Guillermo et Myriam, je traduisais ce livre tellement difficile, qui m'a ouvert la voie et qui m'a aussi, je dois le dire, fourni les éléments pour traduire Mario. Guillermo était un type exceptionnel, je dois dire. Et donc, j'ai connu Mario à travers Cabrera. Ils étaient unis par une très forte amitié, comme vous le savez. Et donc, j'ai commencé à traduire. Alors, quand j'ai connu Mario, il m'a dit, on va commencer par conversation à la cathédrale. Malheureusement, enfin, tant pis, c'était Bernard Cessé qui avait signé le contrat chez Gallimard, et le livre m'est passé sous le nez. Alors, lorsqu'on a fait la Pléiade, quelle merveille! Le livre m'est revenu, et nous l'avons retraduit. J'avais traduit avec mon amie d'enfance, Anne-Marie Cazès, qui adorait d'ailleurs Mario. Et donc, je peux dire que j'ai tout traduit, parce qu'après, lorsqu'on a traduit, lorsque le premier livre primordial, La ville et les chiens, a été publié par Roger Caillois, je dois dire que c'est un livre qui me plaisait énormément, parce que Couffon m'en avait parlé. Couffon est celui qui, à Paris, avait enveloppé le manuscrit de Mario pour l'envoyer à Carlos Barral. Et donc, il a un rôle extrêmement important. Et puis, il l'avait proposé à Maurice Nadeau. Moi, j'étais un peu dans l'équipe de Maurice Nadeau, qui était un grand bonhomme, magnifique. Et malheureusement, Nadeau n'a pas publié ce roman. Il avait eu un mauvais rapport de lecture, je ne dirais pas de qui s'était complètement trompé sur ce livre. Et donc, eh bien, Antoine Gallimard a eu la chance ensuite d'hériter de ce livre que Nadeau avait refusé. Et donc, j'ai été heureux aussi avec Ina Salazar, qui est ici, de refaire un peu la traduction, de revoir un peu la traduction qui n'était pas mauvaise, qui était même très courageuse, de Bernard Lesfargues, qui a traduit les 2 premiers romans de Mario. Il a traduit La ville et les chiens et La maison verte, et c'est un type tout à fait exceptionnel. Et parce que, vous savez, dans la traduction, on bénéficie de ceux qui sont venus avant, qui ont fait des erreurs, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour ce garçon qui est mort il y a quelques années, qui était aussi un grand professeur. Alors, j'ai connu Mario, et puis je suis allé à Barcelone, chez vous, là-bas, je ne me souviens plus du quartier, tout en haut de Barcelone, et il m'a proposé à boire
et il a pris une tisane de yerba buena, je crois, ou quelque chose. C'est ça qu'il prenait tout le temps, autrefois. Hein, yerba luisa, c'est ça. Alors oui, on a pris une tisane de yerba luisa. Ensuite, quand j'ai traduit la tante Julia et le scribouillard, eh bien, le personnage principal, cette espèce de guignol, Pedro Camacho, se nourrit de yerba luisa. Et je me suis dit, bon, évidemment, Mario adorait Flaubert, c'était son dieu. Lorsqu'il arrive à Paris, la première chose qu'il achète, c'est Madame Bovary. Et donc, je me suis dit, ben alors, c'est lui, il est là. Pedro Camacho, c'est lui, avec tous les excès. Mais tous les livres de Mario, il est dedans. C'est presque imperceptible, mais il est tout le temps là. Et j'avais été très ému quand j'ai traduit avec Daniel. Nous avons traduit, comme il l'a expliqué, le père et l'impère. Je crois que j'avais pris le père. Hein, non, j'avais pris l'impère. L'impère, oui. Et toi, tu avais pris le père. Moi, j'avais pris le premier chapitre, puis le deuxième, puis on avait continué comme ça. Et c'était bien parce que c'était des chapitres avec des tonalités différentes, comme l'a bien expliqué Daniel. Mario était un jongleur, le jongleur de voix. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'il était tellement impliqué dans le théâtre. C'est un excellent acteur. Quand il a joué son dernier rôle, c'était Los Cuentos de la Peste, c'est-à-dire les contes de la peste, qui ont été publiés dans la collection Harlequin. Et tout à l'heure, M. Gallimard parlait de la revue NRF. On avait fait une avant-première dans la revue de la nouvelle revue française, avec toute l'introduction que Mario avait écrite sur le Décaméron. Et donc, pour moi, Mario, ses livres, tout était lié comme ça. Et quel était mon rôle, moi? C'était celui qui essayait de mettre une voix. Je me suis souvent défini comme, j'avais dit à un ado, d'ailleurs, j'ai publié un article, je suis le singe. Je suis le singe de Vargas Llosa. J'imite ses mimiques, j'essaye de faire comme lui. Évidemment, c'est très différent. Et on a parlé beaucoup de traduction. Et je vais vous raconter une histoire assez drôle. C'est qu'il y a un personnage de traducteur dans son œuvre. Ce personnage s'appelle Salomón Toledano. C'est dans Tours et détours de la vilaine fille. Alors, vous savez, Tours et détours de la vilaine fille, Travesuras de la niña mala, sont 10 syllabes. Tours et détours de la vilaine fille. Pour moi, c'était essentiel. On est à 10 sur 10. Et alors, ce roman est un roman absolument extraordinaire. Au début, Mario m'avait dit, je l'avais rencontré avant, il me dit, j'ai écrit des nouvelles, je ne sais pas quoi en faire. Il avait écrit des nouvelles. Il m'a dit, je vais essayer de trouver un lien. Et le lien, évidemment, c'est la Niña Mala. Alors, la Niña Mala dont il est amoureux, elle a du mal à l'atteindre, elle est toujours en vadrouille. Alors, on la trouve à Tokyo, on la trouve à Rome, on la trouve à Madrid, on la trouve en France. Et c'est ça le lien. Et il avait besoin de mettre un traducteur au milieu. Et ce traducteur s'appelle Salomón Toledano. Et je me souviens, alors là, c'est entre nous, que je lui avais dit que par mon nom, mon ancêtre très très lointain, au XIIe siècle, vivait à Tolède. Il s'appelait Isaac Aben Chouchen, vous voyez, c'était son nom. Et il était almojarife del rey Alfonso, c'était le seul juif de Tolède à avoir l'autorisation de monter à cheval. Et il était almojarife, c'est-à-dire comptable. À l'époque, on disait almosharife. Alors je lui ai raconté ça, je lui ai dit, je descends d'un Tolédan, un vieux Tolédan. Je suis Tolédan par mon ancêtre. Et alors, et vous savez que Tolède était très célèbre pour son école de traducteurs, l'école de Tolède. Et donc, tout ça dans sa tête, je ne sais pas si vous en avez parlé, et il a mis Salomón Toledano. Bon, alors un petit bonhomme, un peu grassouillet et surtout lubrique. Oui, c'est peut-être d'ailleurs le point commun. J'étais flatté. De toute façon, l'œuvre de Mario est une œuvre extrêmement enracinée dans la matière. C'est très difficile à définir. Je me souviens une fois, il y avait une thèse, on parlait du sexe chez Mario. Je dis, oh là là, moi, j'avais jamais vu ça. Pour moi, c'est pas le sexe, c'est de la littérature. J'étais dedans et dehors en même temps. Et surtout, je n'ai jamais eu la moindre retenue vis-à-vis de Mario, la moindre réserve.
Jamais. Pour moi, c'était mon Dieu vivant. Je dirais même, je l'ai dit quelquefois, c'est l'homme de ma vie. D'ailleurs, quand... Voilà le mot qu'il fallait dire pour la fin. Quand j'ai écrit un texte, j'étais complètement bouleversé. Et j'ai dit, je suis orphelin, ça existe, orphelin de frères. Voilà. Ce que je voudrais juste ajouter, justement pour clore en tout cas ce chapitre, c'est que, et là j'en ai été vraiment témoin, c'est que Mario n'a jamais corrigé ou fait des observations sur les traductions d'Albert. Et ça me paraît quelque chose d'assez exceptionnel, dans la mesure où il peut y avoir beaucoup d'imagination aussi dans la traduction, et que cette imagination a toujours rejoint celle de Vargas Llosa. Donc, je trouve que c'est un grand hommage, en tout cas, que Mario a pu rendre à son traducteur en faisant silence sur ce qu'il faisait. Bien, je voudrais passer la parole à Juan Jesús Armas, dont j'ai donné les différents titres tout à l'heure. Et je voudrais lui poser une question sur la manière dont il voit l'enfance de Mario, et en particulier comment il analyse un petit peu cette évolution du personnage. Buenas noches. Han visto la lucidez de un hombre de 120 años. Bensusan tiene 120 años porque ha traducido muchísima literatura de mi lengua. Lengua en la que yo me expreso y escribo, y les pido a ustedes excusas por hablar en ella durante mi intervención. Señor presidente, organizadores, embajadores, Álvaro, Gonzalo, amigos todos, e incluso los que no sean amigos también, queridos todos. Mire, yo tengo un criterio sobre Vargas Llosa que seguramente a él no le gustaría, porque él detestaba a Freud y detestaba el diván del psiquiatra, porque él entendía desde el principio de su carrera como novelista que el diván del psiquiatra para él era la escritura literaria durante 8 horas al día. Como decía Carlos Barral, su editor y yo creo que descubridor, era el único escritor del mundo que trabajaba como un obrero y al final vivía como un burgués. Bonsoir, je voudrais saluer, vous avez observé la lucidité d'un homme de 120 ans, parce que, voilà, M. Bensusan a clairement 120 ans, parce qu'il a traduit beaucoup de littérature dans ma langue, la langue dans laquelle je m'exprime, dans laquelle j'écris, et qui va être la langue d'ailleurs dans laquelle je vais m'exprimer ce soir, et je vous demande pardon pour cela. Alors, Monsieur le Président, Mesdames les organisateurs, organisatrices, chers Alvaro et Gonzalo, chers amis et chers tout le monde, même ceux qui ne sont pas mes amis, je voudrais commencer par dire qu'il y a un critère que Vargas Llosa détestait, et qui est quelque chose qui a à voir avec Freud et avec le divan du psychiatre précisément, parce que dès le début de sa carrière de romancier, pour lui, le divan du psychiatre a été l'écriture littéraire. Carlos Barral, qui était son éditeur et qui était aussi peut-être celui qui l'a découvert, disait que c'était le seul écrivain qui travaillait comme un ouvrier et qui vivait comme un bourgeois. Los 10 primeros años de vida de Mario Vargas Llosa son fundamentales para su posterior desarrollo de su personalidad intelectual, de su visión del mundo y de su visión de la única patria que yo creo que ha tenido Mario en su vida, que es la libertad. Alors, les 10 premières années de sa vie, les 10 premières années de la vie de Mario Vargas Llosa ont été absolument fondamentales pour son développement postérieur, pour sa personnalité et pour sa vision du monde, et notamment pour la conception de ce qui était sa patrie, la seule patrie qu'il a pu reconnaître, c'est-à-dire la liberté. A mí me parece que esos 10 años Mario padece lo que se llama freudianamente el síndrome del emperador. Él es el dueño de un paraíso donde nadie le lleva la contraria, donde no hay autoridad ninguna que se enfrente a él. Al contrario, su abuelo, su madre, sus tías, todo el mundo le ríe cualquier gracia
cualquier verso que escribe en su infancia, y el niño vive en un paraíso. Su padre no existe, es huérfano, está en el cielo, y a los 10 años el padre desciende del cielo y se le presenta de repente algo que para él es tremendo a lo largo de su vida, un enemigo, la autoridad. Alors pendant ces 10 premières années de vie, Mario souffre certainement de ce qu'avec Freud on pourrait appeler le syndrome de l'empereur, c'est-à-dire pendant ces 10 premières années de vie, il était comme le maître d'un paradis où personne ne le contredit, où il n'y a aucune autorité. Son grand-père, sa mère, ses tantes rigolaient à ses blagues, admiraient chaque vers qu'il écrivait déjà à cette époque. Il se considérait orphelin, son père était au ciel, et puis quand il a 10 ans, son père descend du ciel, il se manifeste, et à partir de là, il y a quelque chose de terrible, il y a un ennemi pour lui qui va être quelque chose tout au long de sa vie, c'est-à-dire l'ennemi et l'autorité. Salta del paraíso del que es expulsado directamente a la adolescencia, territorio nuevo, donde hay siempre una autoridad que lo obliga y que él no soporta. Y ahí se va configurando una personalidad que nunca admitirá su derrota. Y esa personalidad es bastante quijotesca y tiene que ver con sus lecturas de los primeros años. Et donc cette sortie du paradis, il est chassé du paradis et il se retrouve à l'adolescence, ce territoire nouveau où il y a une autorité pour la première fois, une autorité qui lui impose des obligations, des devoirs, une autorité qu'il ne supporte pas. Et c'est à partir de là qu'une personnalité se construit, une personnalité qui ne supportera pas l'échec. Et cela a beaucoup à voir aussi avec une certaine vision quixotesque du Quichotte, et ça dépend beaucoup également de ses lectures de cette époque. Es un niño mimado que el padre quiere convertir en un hombre varonil, recio, disciplinado, y lo mete en un colegio militar, el Leoncio Prado. Para desgracia de Ernesto Vargas Maldonado, el padre de Mario, es ahí donde se fragua la primera novela de Vargas Llosa. Todo lo contrario de lo que el padre quería, que no fuera ni periodista, ni escritor, ni bohemio, ni borracho, ni nada de lo que son los escritores. En fait, son père a le souhait de le transformer en un homme droit, viril, et c'est pour ça qu'il décide de l'inscrire dans un collège où il va se réaliser précisément son pire cauchemar, c'est-à-dire qu'il va se passer exactement ce que son père avait voulu éviter, c'est-à-dire que son fils devienne un écrivain, parce que c'est au sein de ce collège qu'il y a le premier roman, et donc son père qui voulait qu'il ne soit ni journaliste, ni écrivain, ni bohémien, ni ivre, ni tout ce que le fait d'être écrivain pouvait représenter, c'est là que ça va se réaliser précisément. No me atrevería a decir que Mario salió hecho un hombre maduro de ese colegio militar, pero salió con una disciplina muy marcial para la vocación que vino después inmediatamente, que es la de ser un novelista, la de ser un escritor. Y un escritor entregado totalitariamente a su vocación, que es también su principal pasión, que es la de escribir novelas. Je n'oserais pas dire que l'homme qui sort de ce collège militaire est un homme mûr, mais je peux dire que c'est un homme qui a absorbé une discipline martiale qui va être fondamentale pour la vocation d'être écrivain, d'être romancier, et c'est précisément à cette vocation, à cette passion qu'il va se consacrer corps et âme. Esa pasión, esa vocación, esa práctica idolátrica, absolutamente idolátrica por la literatura narrativa, no lo abandonará nunca. Ni la literatura escrita, ni la literatura leída, porque Mario era tan excepcional escritor y novelista como lector. Como lector, además, era igualmente insaciable.
Et donc cette passion, cette vocation, cette pratique qui frôle l'idolâtrie, voilà, pour la littérature, ne l'abandonnera jamais, ni pour la littérature écrite, ni pour la littérature lue, parce qu'il était exceptionnel autant comme écrivain, comme romancier, que comme lecteur, qui a été vraiment intarissable. Voilà. El resto de la historia la conocen los lectores. A los 23 años se sube al podio y todavía no se ha bajado. Después de muerto, no se ha bajado. Sigue en el podio. En la primera línea del podio literario universal del siglo XX. Le reste de l'histoire est connu par tout le monde. Donc à 23 ans, il est monté sur ce podium et il est toujours là, même après sa mort. Il n'est pas descendu de ce podium de la littérature universelle du XXe siècle. Voy a terminar parafraseando los dos últimos versos de un escritor que Vargas Llosa admiraba profundamente, Jorge Luis Borges, extraídos del poema Fundación de Buenos Aires, porque voy a cambiar los versos. Terminer en citant les deux derniers vers d'un écrivain que Vargas Llosa a adoré, Jorge Luis Borges. Voilà, je vais faire une paraphrase de ces deux vers, je ne vais pas citer exactement. C'est tiré du poème Fundación de Buenos Aires. A mí se me hizo cuento que murió Vargas Llosa. Lo juzgo tan eterno como el aire y la rosa. Gracias por la benevolencia. On m'a raconté que Vargas Llosa est mort, je le sens aussi éternel que l'air et que la rose. Merci beaucoup, Juan Armat. Et je voudrais passer la parole maintenant à Ina Salazar, surtout d'abord parce que je sais qu'il y a quand même une petite histoire personnelle dans les relations avec Mario, enfin familiale en tout cas, donc vous pourrez peut-être nous en dire un mot et nous parler effectivement de cette période qui est particulièrement importante, fondamentale dans la vie de Mario, qui est ses années parisiennes et ses premiers romans. Merci Daniel, je remercie la Maison de l'Amérique latine pour cette invitation à cet hommage, ce grand hommage, cet hommage émouvant, et aussi à l'Instituto Cervantes. Oui, en fait, je suis un peu divisée en deux personnalités. Je suis la fille d'Augusto Salazar Bondy, qui fut un compagnon de Mario Vargas Llosa, et j'ai monté dans le même bus que ses deux fils pour aller au Franco-Péruano à un moment donné. Donc il y a ce début d'histoire personnelle où Mario Vargas Llosa venait chez moi ou chez mon oncle, et donc ça reste dans ma mémoire d'enfant. Et après, je suis devenue professeure et spécialiste de la littérature hispano-américaine, pas nécessairement celle du roman, mais il se trouve que j'ai pu travailler avec Albert Bensoussan dans l'édition de la Pléiade de l'œuvre romanesque de Vargas Llosa. Et j'ai revu Mario Vargas Llosa à ce moment-là en tant que professeur, mais on parlait souvent de ces moments de mon enfance, et c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et toujours attentif à toutes ces histoires et ces liens personnels. Je voulais surtout parler de ces années parisiennes de Mario Vargas Llosa, parce que c'est fondamental de le faire ici, lors de cet hommage, parce que c'est bien ici que commence cette immense œuvre romanesque. 20 romans, énormes romans, entre 1963 et 2024. Immense œuvre romanesque avec laquelle il a su si bien entretenir le feu de la littérature, d'une littérature vivante et tellement nécessaire au monde et à notre humanité. Mais la valeur de ces années parisiennes n'est pas que symbolique. Lorsqu'en août 1959, sa bourse à la Complutense s'achève et il s'installe à Paris, il va commencer donc une période d'écriture intense, une écriture romanesque intense qui donnera des fruits extraordinaires. Et ce travail va jouer un rôle majeur dans le tournant que vit à ce moment-là la littérature latino-américaine, on l'a dit déjà. C'est un moment magique, un moment passionné et passionnant.
Et il correspond donc à la rédaction et la publication de ces 3 premiers romans, plutôt les 2 premiers, mais enfin on peut parler des 3. La ville et les chiens en 1963, La maison verte en 1966 et Conversation à la cathédrale en 1969. Ces romans sont les premiers romans et on a du mal à croire que c'est ainsi, que ce sont les premiers, tellement ils font preuve d'un travail créatif achevé. Ce sont des fruits étonnamment mûrs, où se trouvent réunis, et je pense que ça c'est la clé aussi de la littérature de Mario Vargas Llosa, où se trouvent réunis la soif d'expérimentation et le désir de raconter des histoires. Quelle histoire ou quelles histoires? Dans ces 3 romans, identifiés après coup par certains comme une trilogie, Vargas Llosa dresse un portrait du Pérou de la première moitié du XXe siècle, ayant comme point d'ancrage les années 40 et 50, année cruciale dans la formation du jeune homme et de l'écrivain. Et c'est un tableau du pays comme jamais il en a été fait. Incisif, sans complaisance, sur le manque de cohésion de la nation, sur sa société profondément inégalitaire, machiste et raciste. Mais ce sont des romans écrits depuis un engagement profond, affectif et politique. C'est à Paris que cette œuvre prend forme, que Mario Vargas Llosa rédige et achève en 1962 La ville et les chiens, commencé à Madrid, et qui va être considéré comme le premier grand roman sur la ville de Lima, capitale du Pérou. Il raconte la vie d'un groupe d'élèves du collège militaire Leoncio Prado, provenant de différents secteurs sociaux, au début des années 50, avec un constant va-et-vient entre le collège et la ville, entre le présent et le passé, pour rendre compte, à travers l'histoire de ces personnages, des rites du machisme, d'un exercice abusif du pouvoir, de la hiérarchisation sociale, des multiples impostures auxquelles force une société coercitive. Au début, le roman devait s'appeler Les imposteurs. Lorsqu'il gagne avec ce premier roman le prix Biblioteca Breve, qui lui permettra d'être publié dans l'Espagne de Franco et de contourner la censure, il a déjà commencé à rédiger La Maison Verte, qui verra le jour 3 ans après. Ce deuxième roman laisse derrière la structure binaire de La ville et les chiens au profit d'une constellation d'histoires, dans un cadre spatio-temporel plus large et loin de Lima. D'une part, Piura, ville de la côte nord du Pérou, au paysage désertique, où est fondée et existe la maison close appelée la Maison Verte, et de l'autre côté, la forêt amazonienne, dans Santa Maria de Nieva, comptoir où fonctionne une mission religieuse près du fleuve Marañón. Se croisent alors dans ce roman les destinées de nombreux personnages on ne peut pas énumérer ici, mais à travers lesquels Mario Vargas Llosa met le doigt sur le machisme provincial, sur les abus des représentants de la civilisation, sur la violence de domination des patrons qui contrôlaient le commerce du caoutchouc. Avec La Maison Verte, le pays, le Pérou, devient un formidable matériel de narration qui permet l'élargissement des pouvoirs et des moyens du romancier, avec des défis de plus en plus complexes. Dans l'accroissement du nombre d'histoires et l'interaction entre elles, Vargas Llosa, dans La Maison Verte, se livre à une intense expérimentation afin de refléter la multiplicité du réel. Le roman semble se construire à l'image de cette forêt inextricable et bigarrée par les différents fils narratifs qui se croisent et s'enchevêtrent avec des perspectives simultanées et un présent intégrant plusieurs temporalités. Ce qui donne au lecteur le sentiment d'être perdu. Il est pris comme dans un vertige. Et ça rend encore plus jouissive la captation par le travail de la lecture, de cette lecture active que Cortázar aimait tellement, d'un dessin, en fait, rigoureusement tracé, où rien n'est laissé au hasard. Cortázar parlait d'une tapisserie musicale. La Maison Verte paraît en mars 1966 à Barcelone, toujours chez Seix Barral, et un an après, le roman sera le premier lauréat du plus grand prix de littérature hispano-américaine, le prix Rómulo Gallegos, lors duquel il va prononcer son fameux discours «
La literatura es fuego, la littérature est feu. Et je me permets de citer quelques phrases. La littérature est une forme d'insurrection permanente. Elle n'admet pas les camisoles de force. Toutes les tentatives destinées à faire plier sa nature turbulente, indocile, échoueront. La littérature peut mourir, mais elle ne sera jamais conformiste. Parole donc révélatrice d'un pouvoir immense accordé à la littérature et de l'esprit de révolte qui anime Vargas Llosa à ce moment-là, et je crois que toute sa vie. En cette année 1967, le chantier du troisième roman, Conversation à la cathédrale, est déjà bien avancé. Mario Vargas Llosa ne vit plus à Paris, mais à Londres, et il s'y est établi depuis la fin 1965 avec Patricia Llosa, qu'il a épousée cette même année. En fait, Londres et ensuite Barcelone, ville de résidence du couple, seront en continuité avec l'effervescence de ces années parisiennes. Pour revenir à celle-ci, 1960, 1965, elles sont cruciales pour comprendre ce qu'on a appelé le boom latino-américain, qui a été déjà cité, cette onomatopée qui rend bien compte de l'explosion, de l'effet d'une déflagration produite par la publication de plusieurs romans porteurs d'un renouveau du genre qui déborde l'orbite régionale. Et ce, depuis des styles, des langages très différents les uns des autres, mais tous animés par un furieux désir d'expérimentation. Quels sont ces romans? Marel de Julio Cortázar, La mort de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, et La ville et les chiens et La maison verte de Mario Vargas Llosa. Ces œuvres, ces auteurs sont pour moi le noyau dur du boom. D'autres romans fabuleux viendront donner plus d'ampleur au phénomène, mais le point d'inflexion est là, comme le reflète la diffusion internationale de La ville et les chiens, qui va contribuer pour beaucoup à briser justement ce confinement dans lequel étaient tenues les littératures nationales hispano-américaines. L'œuvre est en effet rapidement reconnue en Amérique latine comme l'une des plus notables contributions de la littérature en espagnol à la littérature mondiale. Et le roman va être traduit et publié en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Et c'est Roger Caillois qui va accueillir La ville et les chiens dans sa collection La Croix du Sud, chez Gallimard, comme il a été dit en 1966. Le succès qu'aura ensuite La Maison verte va accentuer ce mouvement d'internationalisation de la littérature latino-américaine qui atteint son point culminant avec 100 ans de solitude de García Márquez. Il y a comme une force centrifuge qui se dégage de ces 4 écrivains, amis, complices, qui ne cessent d'échanger pendant les années 60 autour de leurs respectifs projets créatifs et d'une idée de la littérature qu'ils partagent. Je voudrais parler de celle-ci rapidement. Elle présente 2 faces. La première, qui regarde l'Amérique latine, comme d'autres écrivains avant lui et avant eux, comme Carlos Fuentes, García Márquez et Vargas Llosa, a eu aussi l'horizon d'un roman total. Cortázar, après la lecture du manuscrit de La Maison verte dans sa lettre à Vargas Llosa, écrit la chose suivante. « Mon vieux, quand ton livre sortira, le siècle des Lumières de Carpentier rejoindra automatiquement le rayon des objets anachroniques, des brillants exercices de style. Tu es l'Amérique, toi, tu es la véritable lumière américaine, son véritable drame et aussi son espérance. » Évidemment, ce sont des paroles un peu ingrates pour Carpentier, mais ça donne l'idée de cette volonté d'écrire le grand roman d'Amérique. Hein, il est toujours vivant, cette volonté, et aussi l'idée qu'on doit écrire le roman total. Le roman total comme disons, la caractéristique de cette modernité qui est véhiculée par le boom. Bien, nous allons donner la parole à Claire Sourd, qui, elle, n'a pas de souvenirs lointains, en tout cas, de Mario Vargas Llosa. Par contre, elle a énormément travaillé sur son œuvre, et en particulier sous des angles différents, et surtout sur plusieurs romans, ce qui fait que je crois qu'elle peut nous donner une vision assez globale, et en tout cas quelque chose qui nous permettrait de dire qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Vargas Llosa, comment ça se constitue
comme œuvre dans sa globalité. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cet hommage qui nous permet de partager ensemble cette fascination et cet amour pour une œuvre que nous avons tous puisque nous sommes ici. C'est à moi que revient la lourde tâche de parler alors que tant de choses ont été dites et je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par les uns et les autres pour parler en particulier. Moi, j'ai travaillé sur l'écriture de la violence chez Vargas Llosa, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait de travailler pour un hommage. C'était vraiment la cohérence d'une œuvre qui, du coup, le consacre à ce rang d'auteur mondialement reconnu qui appartient au patrimoine de la littérature universelle. Cette cohérence, elle est liée à 4 aspects qui me paraissent particulièrement importants. On retrouve bien évidemment une cohérence au niveau de l'écriture avant tout. Ça a été mentionné dans les constructions des romans qui travaillent à partir du boom et donc de ces techniques mises en avant sur l'alternance de chapitres. Ça a été mentionné, donc je ne travaillerai pas, enfin je reviendrai pas dessus, mais cette idée que finalement il y a un dessin qui dépasse l'œuvre et qui amène une structure qui va complexifier le roman pour rendre compte de cette totalité du monde et de cette complexité de l'âme humaine aussi, avec les sauts qualitatifs qui nous font passer d'un présent à une temporalité passée sans que le lecteur le perçoive, ou à différents espaces et à différentes temporalités, là encore, pour renvoyer aussi à ce phénomène du souvenir qui, tout d'un coup, nous prend parfois au dépourvu, ou qui rend compte de situations qui sont vécues, non pas sur le mode de la science-fiction, mais vraiment dans l'ancrage de la réalité en parallèle, dans des temps et des espaces différents. C'est des techniques qu'on va retrouver dans de très nombreux romans. Je pense à Pantaleón y las Visitadoras, qui n'a pas encore été mentionné. Je pense aussi, bien évidemment, à Historia de Maita, qui vont permettre, du coup, une contemporanéité aussi des actions et qui vont donner une profondeur à la perspective. L'enchâssement est un autre des éléments de l'écriture de Mario Vargas Llosa qui fait la cohérence interne à l'ensemble de son œuvre et pas uniquement à une œuvre en particulier, puisque du coup, la figure qui occupe les réflexions de l'écrivain, c'est celle de l'écrivain. Donc il y a une spécularité du texte qui va s'interroger aussi sur l'écriture en train de se faire, et c'est la mise en exergue de la tia Julia el escribidor, escribo que escribo, escribo que escribo, que me veo escribir escribiendo. Non, avec du coup ce besoin aussi de réfléchir. Mario Vargas Llosa l'a fait dans des essais, il l'a fait lorsqu'il a écrit sur García Márquez, sur Flaubert, sur Victor Hugo, mais il le fait aussi au sein même de son œuvre. Et donc on a toutes sortes de personnages, des masques sans aucun doute de l'auteur, mais pas que, qui vont assumer ce rôle-là de narrateur, qui ont conscience de leur fiction, qui ont conscience dans certains cas des limites de la fiction ou de ce pouvoir-là, puisque le narrateur de Historia de Maita va dire qu'il a besoin de confronter un certain nombre de témoignages pour reconstituer cette expédition ratée de Jauja, auquel a participé ce Maita qu'il est en train de retrouver par l'écriture, et il dit devoir mentir en connaissance de cause. Et donc c'est ça le travail de l'écrivain, et c'est un des éléments de la cohérence, puisque vous parliez de Pedro Camacho, qui va être une des figures phares de la tia Julia el escribidor. On a aussi finalement dans la figure de ce scribouillard cette fascination que ressent le jeune Varguitas, qui est lui écrivain en herbe au moment où se déroule l'action, et qui voit à la fois de façon tout à fait horrifiée ce que représente ce Camacho qui n'a aucune érudition, qui n'a jamais rien lu et qui surtout se garde bien de vouloir imiter qui que ce soit parce qu'il n'a pas conscience de la nécessité et de la richesse de l'intertextualité que l'écrivain Mario Vargas Llosa, lui,
mène dans tous ces, et amène dans tous ses romans. Et pourtant, il est fasciné par ce Camacho qui peut se consacrer entièrement à l'écriture. Et donc, on va avoir comme ça un certain nombre de textes qui vont permettre de refléter à l'intérieur même de la fiction ce rapport à la littérature. Et qui va du coup aussi nous placer à nous, et ça c'est une autre des grandes cohérences de l'œuvre, nous lecteurs, en position du lecteur, du spectateur, de l'auditeur, selon les cas de figure. Et là, je pense à un autre roman qui est El Hablador, l'homme qui parle, pour lequel on a justement une alternance de voix entre la voix du narrateur qui essaie de retrouver quelle a pu être la vie de cet homme qui a été son ami et qui a disparu du jour au lendemain, Saúl Soritas, et cet homme qui parle, qui est du coup un aède de la tribu Machigenga, et il va y avoir un montage dans le roman, puisque nous, lecteurs, à l'extérieur du texte, nous allons lire ce qu'écoutent les Machigenga, qui sont fascinés par ces contes magico-religieux que livre l'homme qui parle. Donc on a aussi une réflexion dans l'œuvre sur la littérature de manière générale par ces différentes manifestations, dans ce cas-là, la tradition orale. Un élément qui est assez caractéristique aussi de la cohérence de l'œuvre, et ça peut paraître totalement paradoxal, mais ça ne l'est absolument pas, c'est la diversité de l'œuvre. Vargas Llosa a déclaré dans une entrevue qu'il accordait en 1996 en mis novelas he procurado siempre explorar nuevas posibilidades, intentar alguna experiencia literaria de técnica o de tema o de lenguaje diferente. Il refusait, toujours dans cette déclaration, d'entrer dans une forme de routine de l'écriture. Vous parliez de travail d'ouvrier vivant comme un bourgeois. Effectivement, il y a une rigueur absolue dans le métier d'écrivain, au sens noble du terme, bien évidemment. Mais c'est ce défi permanent qui va animer l'écriture et qui va faire que du coup, on va avoir une œuvre multiple aussi de ce point de vue-là, puisqu'on a des romans policiers, Quemato a Palomino Molero, une enquête policière également dans Lituma en los Andes, intrigue politique dans Les Temps sauvages, roman de la dictature, Conversation à la cathédrale, La Fiesta del Chivo. Donc on a le roman érotique, Elogio de la Madrastra, l'humour, alors qu'il déclarait être tout à fait rétif à l'utilisation de l'humour et une réécriture de Pantaleón y las visitadoras depuis ce point de vue-là. Donc il s'essaie dans son œuvre à différentes modalités romanesques pour justement toujours avancer dans ce défi, aller plus loin dans cette fascination en tant que lecteur d'autres œuvres et en tant qu'écrivain. Et le dernier point, très rapidement, de cohérence de l'œuvre, elle tient à la conception même de la littérature. Alors, pas en tant que métier, mais véritablement en tant qu'impact. L'utilité de la littérature, Inés Salazar parlait il y a un moment de l'engagement, et effectivement, c'est aussi un des éléments qui va faire la cohérence de l'œuvre de Vargas Llosa. On peut penser bien sûr à ce magnifique discours La literatura es fuego, qui permet aussi de balayer l'ensemble de l'œuvre avec cette idée de cette insatisfaction permanente de ce professionnel del descontento qui est l'écrivain. Et donc c'est aussi pour nous pousser à nous dans nos retranchements, pour nous amener à nous interroger sur ce qui ne fonctionne pas dans le monde dans lequel nous vivons,
qu'est pensé le dessin de l'œuvre littéraire de Mario Vargas Llosa. Et le dernier mot, c'est le silence. Il y a quelque chose qui me frappe, alors bien évidemment c'est le titre du dernier roman, mais il y a quelque chose qui me frappe dans l'œuvre de Mario Vargas Llosa et qui me semble qu'il doit nous interroger en tant que lecteur, c'est qu'il y a un élément qui est totalement absent de son œuvre, c'est la justice en tant qu'institution. On a vaguement une figure de juge dans la Tia Julia el Escribidor, mais il n'y a jamais de justice. L'Ituma, dans l'Ituma en los Andes, ne veut pas découvrir la vérité pour faire arrêter les coupables. Il n'y a jamais d'institution ou de reconnaissance de l'appareil judiciaire. Il y a des vengeances, il y a des règlements de compte, il y a souvent une violence à l'état brut. Mais il me semble que cette absence doit susciter aussi des interrogations chez le lecteur, toujours dans cette idée que la littérature est là pour inquiéter, agiter, alarmer, maintenir les hommes dans une constante insatisfaction d'eux-mêmes. Citation de La literatura es fuego. Merci beaucoup, merci à vous quatre pour avoir donné ces différents aspects de l'homme et de l'écrivain. Et je pense que nous pouvons clore maintenant cette cérémonie en remerciant ses organisateurs, en remerciant Alvaro et Gonzalo pour leur présence, qui effectivement apporte une note encore plus personnelle à cette manifestation.